Même si l'orage grondait, même si la pluie tombait, que mon châle déviré, l'ordre bâtibulé, j'ai fidèle qu'à jamais. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans votre émission de divertissement. Très heureux comme tous les soirs de vous retrouver sur la chaîne locale. Prenez la direction. Toujours du local, forcément. Canal 29, je fais la pub, mais dites-le à vos amis, à la famille, envoyez des SMS, faites des Twitter, faites du Facebook. Canal 29, c'est mounien. Bon, et puis sur YouTube, sur Facebook, vous pouvez également nous suivre via Twitter, comme dirait notre ami Hugo Prof. Voici notre douce et tendre Vanessa qui va nous retrouver. Je ne sais pas si elle tweet, Vanessa, d'ailleurs. Elle va nous le dire. Est-ce qu'elle a un compte Twitter? Je ne vous ai pas vu sur Twitter, Vanessa. Ça va? Très bien, vous? Bah oui, bienvenue. Alors, Vanessa, vous tweetez ou pas, Vanessa? Pas du tout. Non. Non. Ah, vous faites pas genre de... J'avais pas un... Non, C'est non. Instagram, je vous ai vu. Si, vous mettez des photos... Moi, je vous vois beaucoup aussi. Non, je sais même pas ce que c'est. Bon, on va vous retrouver d'ici quelques petites minutes puisque vous allez, ma chère Vanessa, aller chercher notre invité. Nous allons parler de foi, de croyance. Nous allons parler aussi d'hommes d'engagement parce qu'on en reçoit souvent dans cette émission. Un homme qui a un parcours très particulier, un parcours atypique. On va vous le présenter pour ceux qui ne le connaissent peut-être pas. Vanessa, nous recevons ce soir Monseigneur Lafont, évêque de Guyane. Allez-y. Ça? Bonjour Vanessa, comment allez-vous? Très bien, vous? Bon, Alors, Monseigneur, votre micro, qu'on puisse vous entendre, je vous embrasse. comment vas-tu? Merci d'être avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous sommes très heureux. Alors, vous m'avez salué de manière particulière, tête contre tête. On peut expliquer aux téléspectateurs ou pas? Allez-y, je vous en prie, faites donc. Non, c'est le baiser de paix que l'on fait habituellement, et dans l'église et en dehors de l'église, Ouais. tout simplement. Voilà. Bon, Vanessa, on se fera le baiser de paix désormais? Si vous voulez. Bon. Puis-je vous offrir quelque chose à boire? Messieurs, pas la musique par contre aujourd'hui. Hein? Oh, quoique. Bien sûr, il faut... Voilà, il est... Remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Remets-nous des glaçons. Non mais messieurs, remettez-la du coup. Non, c'est soit on le fait, soit on le fait pas. Jeffrey, Ah bah oui, remets-nous des glaçons. plus fort. Jeffrey, Bon. remets-nous des Ah, glaçons. vous avez vu quand même, parce qu'on est respectueux. On a baissé la photo de Tati Léodate. Parce que Monseigneur nous a dit, mais de qui il s'agit? Il ne l'avait pas reconnue. Hein, il la connaît bien, mais peut-être pas sous cet angle-là. Voilà, prenez votre verre. Merci beaucoup. Ma chère Vanessa, le vôtre. Merci. Et le mien. Monseigneur Lafont, Emmanuel Lafont, évêque de Guyane, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous êtes né le 26 octobre 1945 et comme beaucoup de nos invités d'exception, vous ne faites donc pas votre âge, vous ne faites pas vos 70 printemps. C'est bien cela. Vous êtes issu d'une grande famille, en tout cas 9 enfants. Vous avez été élevé dans la région parisienne, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Jusqu'après le bac ou par la suite, vous choisissez très tôt la prêtrise, si j'ose dire, avec un séminaire. D'abord, parlez-nous de votre enfance avant de revenir sur ce choix crucial qui finalement a conduit à diriger toute votre vie. Écoutez, j'ai eu une enfance dorée, Ouais. tout simplement, parce que mes parents s'adoraient. Ils adoraient leurs 9 enfants. Et mon père était un homme sérieux, c'était un ingénieur du génie maritime, un passionné de théologie, un grand spirituel aussi. Ouais. Ma mère était une personne très douce, qui n'avait pas fait tellement d'études, qui avait fait du piano dans sa jeunesse, qui avait fait le conservatoire, et qui s'est beaucoup occupée de nous spirituellement. Ouais. C'est-à-dire son désir, c'était qu'on grandisse comme des hommes et comme des enfants de Dieu. Tout Vous avez été élevé dans la foi. Ah oui, tout à fait, oui, tout à fait. C'est ce qui a conduit à votre vocation?
Ça y a contribué, très certainement, parce que bon, il y a des vocations qui naissent partout, mais la mienne est née au sein d'une famille extrêmement chrétienne et qui vivait ces valeurs-là avec beaucoup de joie, mais beaucoup de simplicité, mais beaucoup de profondeur aussi. Connaissant votre foi et votre engagement et votre personnalité, vous êtes des fois posé la question, si vous étiez né dans une famille musulmane, vous auriez peut-être été grand imam ou vous auriez eu ce destin exceptionnel, mais vers une autre religion. Je ne sais pas si on peut se poser la question dans ce sens, mais ça peut être une interrogation. Non, c'est pas impossible du tout. Ouais. C'est pas impossible du tout. Là, le Seigneur m'a mis dans cette famille et c'est dans cette famille que j'ai grandi. Il m'aurait mis ailleurs, j'aurais été autre chose. Alors, vous choisissez le séminaire pendant 6 ans. Vous aviez quel âge? J'ai fêté mes 17 ans au séminaire. Waouh. Voilà. Je venais de passer mon bac et donc j'ai célébré mes 17 ans et puis j'ai suivi le cursus, 6 ans d'études plus 2 ans d'interruption pour le service militaire. Comme j'étais très jeune, j'ai pris mon temps. Et donc, c'est à 24 ans et des poussières que j'ai été ordonné prêtre. Alors, on fait des études supérieures après, bac plus 8, ça se passe à Rome. Qu'est-ce qui se passe à Rome précisément? Ce qui se passe, c'est qu'on fait des études dans une université. Oui. Vous avez des séminaires qui sont des études supérieures, mais vous avez des facultés universitaires qui sont reconnues d'ailleurs, j'allais dire internationalement. Et donc là, vous obtenez des degrés universitaires, si j'ose dire, tout simplement. Donc j'ai fait 2 ans de philosophie, 4 ans de théologie, et puis une spécialisation de 3 ans sur l'écriture sainte, sur la Bible. Alors, vous êtes ordonné prêtre dans les années 70, c'est ça? 2 août 1970. Voilà. Évêque un peu plus tard, au cours de ces années de prêtrise, où étiez-vous? J'ai d'abord passé 10 ans en Touraine, où je me suis passionné pour la jeunesse ouvrière, pour les jeunes travailleurs, les jeunes immigrés, les apprentis, les chômeurs. C'est parmi eux que j'ai passé mes premières années de sacerdoce. Vous auriez presque pu être prêtre ouvrier finalement. J'étais très proche. Ouais. J'étais très proche. En tout cas, je passais mon temps avec des prêtres ouvriers d'ailleurs aussi. Mais moi, j'étais à temps plein pour le ministère pastoral avec des jeunes. Est-ce que dans votre parcours, à un moment donné, vous avez douté? Vous vous êtes dit, je vais arrêter? Non. Jamais? Non, pas du tout, non. Ça vous a toujours plu? Oui, c'est un engagement qui m'a toujours comblé en fait. C'est pas plus, c'est que ça m'a rempli de joie, de bonheur, d'expériences assez fabuleuses, toutes simples, de contacts constants avec toutes sortes de gens. Alors nous, on vous connaît un petit peu pour avoir aussi enquêté sur vous, puis pour vous connaître depuis un moment. Je vais déplacer ce micro parce que du coup, on vous voit pas bien. On a fait des modifications sur ce plateau bizarre, hein, on dirait. On reviendra sur votre arrivée en Guyane dans quelques minutes, sur votre expérience aussi du côté de l'Afrique du Sud. Ça aussi, ça a été un grand moment. D'abord, qu'est-ce que vous écoutez comme musique? On vous regarde et on se dit, Monseigneur Lafont, évêque de Guyane, avec le parcours qu'il a, forcément, vous écoutez ceci. N'allez pas vous faire un claquage. On dirait Johnny Clegg. Groupe sud-africain. Ah, vous les connaissez? Zulu, tout à fait. Ouais. Tout à fait, oui, bien sûr. J'ai presque envie de dire, avec votre carrière, qui ne connaissez-vous pas, hein? Oh, tellement de monde. Alors vous écoutez aussi, et on a investigué, ceci. Oui. Vous écoutez du classique, forcément? Oui, tout à fait. J'écoute peu de musique aujourd'hui, malheureusement, mais quand j'écoute... Mais le classique en fait partie. Ah, tout à fait. Et là, ce qui détonne un peu plus, ce qui détonne finalement non, quand on vous connaît, Monseigneur Lafont, vous écoutez, et là, ça va peut-être faire sourire, les gens sont peut-être pas forcément au courant. Vous écoutez ceci. Ah oui. Oui. Bob Marley? Eh bien, bien sûr. Pourquoi? Pour le message d'amour, de paix, de fraternité? Pour le rythme. Pour le rythme?
pour le rythme et puis oui, le message aussi qui est assez extraordinaire. Oui. Alors en parlant de message, il y a un message qui a résonné, Monseigneur Lafond, dans votre cœur, on va y revenir. C'est le message de l'homme qu'on appelait Nelson Mandela, Madiba. On y reviendra dans quelques minutes parce que ça a été aussi une rencontre extraordinaire. Juste avant, les questions qui peut-être, on va faire ça tout de suite, hein, les questions qui peuvent peut-être fâcher, ma chère Vanessa. Pas du tout. Ah oui, si, Monseigneur Lafond, Vanessa pose parfois des questions un peu particulières. Voilà, ne vous laissez pas tromper par ce sourire. Voici la question de Vanessa. Vanessa, alors nous vous écoutons. Alors, Monseigneur Lafond, peut-on dire que vous êtes un évêque plutôt people ? J'entends par là que vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Vous tweetez énormément, plus de 900 tweets, j'ai regardé ce matin encore. 900 tweets ? Oui, Ah ouais. Plus de 2000 followers quand même. Même moi, j'en ai pas autant. Donc, pourquoi ? C'est assez fabuleux le tweet parce que ça oblige à dire quelque chose de très court, de très concis, mais qui a sa pertinence parce que d'abord c'est lu, c'est une manière d'exprimer ce que l'on ressent dans la réalité de la vie des gens, de manière à éclairer, à soulager, à questionner aussi. Alors, beaucoup de personnalités ne tweetent pas vraiment. Le pape vraiment. tweet, c'est autorisé par le Vatican, je parie. Oui, mais est-ce que c'est lui qui tweete réellement? Ah oui, c'est vous qui tweetez ou pas? Ah oui, il y a quelqu'un qui tweete pour vous? Ah non. Tout ce que j'ai mis, je l'ai signé totalement. D'accord. Donc Il m'arrive d'ailleurs de tweeter pour que France Guyane me cite. Ah ouais? Oui. Donc vous avez votre portable, vous tweetez. Vous avez un compte Facebook aussi? Oui, tout à fait. Non, là, c'est moi. Vous vivez avec votre temps finalement, hein? Écoutez, nous sommes en 2015. Ouais. Ouais, vous avez décidé de ne pas être en dehors du monde. Hein. Non, pas du tout, non. Bon, alors ce qui est sûr, c'est que, on l'a dit, vous rencontrez Nelson Mandela, on va y revenir. Comment vous faites le choix de l'Afrique du Sud? Vous y passez d'ailleurs 13 ans. Écoutez, pendant mes études et mon service militaire, j'ai découvert que la France, c'est très beau, mais c'est petit. Et que le monde est beaucoup plus vaste et qu'il y a des richesses tout à fait à l'extérieur de la France. J'ai fait en particulier le tour de l'Amérique du Sud en bateau, sur la Jeanne d'Arc, pendant mon service militaire. Et je me suis dit un jour, Emmanuel, il faudra que tu sortes. La France, c'est beau, mais c'est petit. Et donc, après 10 ans de ministère à Tours, j'ai demandé à mon évêque de pouvoir partir. Je pensais aller en Amérique du Sud, en réalité. C'est ce que je connaissais. J'avais rencontré pendant mon service des prêtres qu'on appelle fidei donum, c'est-à-dire prêtés pendant un temps. Donc vous vous seriez retrouvé en Guyane beaucoup plus tôt, finalement. Voilà, je ne savais pas que mon souhait se réaliserait 20 ans plus tard. 20 ans plus tard. 20 ans plus tard. Et alors, vous débarquez en Afrique du Sud, où précisément, tout de suite, à Soweto? Oui, tout à fait. J'étais allé en 82 pour rencontrer la JOC, la Jeunesse ouvrière chrétienne. Ouais. C'est à travers eux que se fait la décision. Ils m'auraient envoyé à Sebouké, Montélimar, mais quand je suis arrivé une année plus tard pour travailler, ils m'ont dit non, c'est Soweto. J'ai dit c'est bien. Alors là, vous n'êtes pas juste le curé de Soweto, vous êtes vraiment dans la population, vous êtes vraiment dans les townships, vous allez à droite, à gauche, vous parlez, je ne sais pas combien de dialectes. C'est important ça aussi pour vous? Des langues, oui, c'est des langues. Hein. Oui, vous y tenez, vous avez raison. Oui, les Européens, dès qu'on est en Afrique, les Européens disent que c'est des dialectes. Non, ce sont des langues, ce sont des religions, ce sont des... Vous parlez le Xhosa, Non, je parle le Soutou et le Zoulou. Le Xhosa est tout proche du Zoulou. Comment vous faites? Xhosa. Xhosa? Xhosa. Ah ouais, d'accord. Il parle avec des cliquetis, en fait. Voilà, il parle avec des clics, tout à fait. On dirait les petits personnages dans Jumanji, là. Non, ce sont des consonnes. Ce sont des consonnes, tout simplement. Ils ont du mal à dire notre X. Xavier, c'est très difficile pour eux, mais Xhosa, c'est très facile. Bon, alors vous y passez 13 ans. À quel moment et comment se passe la première rencontre avec Nelson Mandela? Je l'ai vu pour la première fois le mardi après sa libération, puisqu'il est arrivé à Soweto dans cet immense stade où nous étions à peu près 120 000. Ça, c'était le mardi 13 février. Et le 15, sa fille, Zinzi, me téléphone, dit « Tu n'as pas encore vu Tata ?» Je dis « Non, Tata, c'est papa entre ça, précisément. Ouais. » Et elle m'a invité. Donc, je suis allé le vendredi. Donc, je l'ai vu le 15 ou le 16. Mais vous le connaissiez? Vous alliez le voir en prison? Ah non. Non, je ne l'avais jamais vu. Par contre, je connaissais très bien son épouse Winnie et ses 2 filles. Ouais. Vous étiez donc déjà en lien avec ce personnage à travers des personnes interposées. Est-ce que ça ne vous a pas, à un moment donné, coûté des choses? Est-ce que ça n'a pas mis votre vie aussi en danger?
Dans le climat dans lequel c'était ce climat d'apartheid? La vie, je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais ma présence en Afrique du Sud, oui, parce que quelques mois avant la libération de Nelson Mandela, en fait, le gouvernement avait décidé de m'expulser. Et c'est par miracle que l'ambassadeur a obtenu que je ne sois pas mis dans l'avion tout de suite, qu'on me donne un délai, qui finalement était un délai de 4 mois. Ouais. J'ai gratté ce que j'ai pu. Et c'est pendant ces 4 mois que la politique de l'Afrique du Sud a commencé à changer. Donc, en fait, j'aurais dû partir 3 semaines avant la libération de Mandela. C'était plus la peine. Pensez-vous avoir un tel parcours étant plus jeune? Non, pas du tout. Non, on pense pas. Non, pas du tout. Ouais, parce qu'on a l'impression que vous vous rendez pas compte, parce que, si je peux me permettre, vous rencontrez Yasser Arafat, vous rencontrez des figures comme ça du monde entier. On vous a vu encore aux côtés de Barack Obama très récemment. Et vous êtes là dans une espèce de simplicité. Vous vous rendez compte quand même que vous n'êtes pas n'importe quel personnage de l'Église, ou alors Non, je les rencontre, vous savez, c'est tout à fait casuel, on pourrait dire. C'est pas... Vous êtes même sur Wikipédia, quand même. Ouais. Oui, mais qui n'y est pas aujourd'hui. Vanessa moi, je ne suis pas. Jordan non plus, d'ailleurs. Oui, moi, c'est... À votre âge, j'étais nulle part, Vanessa. Vous avez encore toute la vie. Alors, ce qui est sûr, c'est que vous devenez ami avec Nelson Mandela, à tel point que, quand il nous quitte encore très récemment, vous êtes invité à ses obsèques aux côtés des autres chefs d'État. Juste quelques mots sur cette disparition. Écoutez, c'est probablement un des plus grands hommes, c'est probablement le plus grand homme de l'Afrique des temps modernes. C'est un des très grands personnages du XXe siècle et je pense que, et j'espère, je voudrais tout faire pour que son message soit vraiment pris au sérieux. J'ai beaucoup admiré le texte de Barack Obama le jour de cette sépulture, lorsqu'il disait « Nous l'admirons, nous ferions bien de l'imiter un peu ». Et je pense que c'est très vrai. Alors, vous arrivez en Guyane, on va y revenir dans quelques petites minutes. Juste avant, on a une séquence qui s'appelle le morphing. Monseigneur Lafont, regardez votre écran, ça tombe bien, vous qui êtes fan des nouvelles technologies. Vous allez nous dire si vous reconnaissez un des visages que l'on a mélangé, que l'on a morphé. C'est un morphing utile, on débriefe juste après. D'abord, générique. Oui, c'est une photo trafiquée de moi. Oui, éventuellement. Et avec qui d'autre? Ah là, je suis incapable de vous le dire. Avec qui d'autre, j'en sais rien. Bon, vous reconnaissez quoi chez vous alors? Le tricot. Ah, le tricot. C'est déjà ça, d'accord. Il y a un tricot dans le monde, c'est celui-là, c'est celui de Monseigneur Lafont. Un peu la chevelure, oui. Bon, il y a un peu la chevelure. On vous donne la réponse en image, regardez. Ah oui. Ah, c'est très beau. Oui. Ouais, vous savez que ça allait vous faire rire. Si ça lui plaît autant qu'à moi, ça sera drôle. Bon, alors justement, on a fait ce morphing utile parce que forcément, on a suivi cette polémique entre le Conseil général, l'évêché, entre finalement aussi deux figures de la Guyane, Alain Tienne-Long, président du Conseil général, et vous, Emmanuel Lafont. De cette relation aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que vous parlez encore? Est-ce qu'il y a des points de discussion? Est-ce qu'on peut encore arriver à un dialogue suite à cette affaire des prêtres payés ou non par le département? Je ne sais pas s'ils le souhaitent. Nous nous sommes salués hier à la préfecture. Ouais. Nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes donné la main. Je ne sais pas s'ils le souhaitent. Je regrette qu'un homme qui a des raisons de faire ce qu'il avait à faire le fasse en dehors du droit, parce qu'on aurait pu s'entendre d'une façon tout à fait différente pour arriver au même résultat. Donc vous n'êtes pas encore fermé au dialogue et vous êtes prêt, vous, à discuter? Ah oui, tout à fait. Ouais. Bon, voilà, on voulait faire ce point là-dessus avec vous et on sait que vous répondez très clairement aux questions qu'on vous pose. Alors, Hugo Prof est aussi très particulier, Monseigneur Lafont. C'est quelqu'un qui aime les invités ou qui ne les aime pas. D'où sa chronique « Je vous aime pas ». À quelle sauce allez-vous être mangé? Quoi qu'il arrive, courage. De retour avec notre ami Hugo Prof. Oula, quand Hugo est endimanché, c'est le cas de le dire, c'est qu'il va se passer quelque chose. Bonsoir, cher Hugo. Bonsoir, Jordan. Bonsoir, Vanessa. Bonsoir. Saou Bona. Yebo, Sagoubo. Ah, très bien. Ah oui, carrément. Bonsoir. Ah bah oui, on parle zoulou, on parle pas. Bravo. Ah, il apprend quelque chose, Jordan. Je suis
Impressionné? Exactement. J'ai remarqué tout à l'heure votre salutation presque à la congolaise, ça m'a fait Ah ben, à l'africaine. moi je parle le lingala, hein, vous le savez. Ça, Koloba Lingala. Ah, Mbote Sangonini. Sangote. Nazali Malamu. Bo Moïse Ali Kitoko. Allons-y, mon frère. Emmanuel Lafont, qu'il est bon de se rapprocher de notre Créateur, de Dieu lui-même, de s'en faire un ami. Bien sûr, encore faut-il connaître ce personnage grandiose. Et je me suis toujours dit qu'heureusement que Adam et Ève, que notre premier parent, Adam, n'était pas prêtre ou évêque. Car comment aurait-il pu remplir la mission que Dieu lui avait donnée, à savoir « Soyez féconds et remplissez la terre ». Ça aurait été difficile, en restant célibataire. Mais bon, le célibat, Noé, Abraham, Moïse, David, même Pierre étaient mariés. Comme quoi, le célibat, à chacun son choix. Vous voyez, il y a quelque temps, vous avez il y a quelque temps insisté que vous devez manger chaque jour. Donc, pour cela, recevoir un pécule pour vos dépenses. Jésus n'a-t-il pas dit un jour que sa nourriture était de faire la volonté de Dieu? D'ailleurs, lui-même n'était-il pas charpentier, Luc médecin, Pierre pêcheur, Paul tanneur, David berger, Dieu créateur? Tout le monde travaille. Et vous, cher Emmanuel Lafont, êtes-vous inscrit donc à Pôle emploi? Mais non, puisque je travaille. Voilà. Ah, d'accord. Quand serez-vous à la retraite? Et vous avez beaucoup voyagé, vous avez connu de grandes personnalités à travers la planète. Quand serez-vous à la retraite? Heureusement pour vous, Emmanuel Lafont, on vit que 80-100 ans, peut-être un peu plus pour ceux qui mangent mieux que moi. Ils arrivent à vieillir un peu plus. Mais imaginez si on était comme, j'ai fait des recherches comme Methuselah, qui a vécu 969 ans. Methuselah, oui. Ah ouais, d'accord. Voilà, 969 ans. Adam, 930 ans. Imaginez, ça serait quand la retraite? Ouais. Ça serait loin, il y en a qui pleuraient, n'est-ce pas? Ah ben, c'est surtout les EHPAD qui auraient souffert, vous imaginez? Ouais, ça serait loin. Mon Dieu. Bon, c'est vrai, vous voyagez à travers le monde. Et peut-être arrivé à ce stade de la chronique, vous allez dire, mais il m'aime pas ce gars, il a quelque chose. Alors, est-ce que je vous aime, est-ce que je vous aime pas? Je suis obligé de vous aimer, Emmanuel Lafont. Vous savez pourquoi? Non. Jésus n'a-t-il pas demandé à ses disciples d'aimer son prochain comme soi-même? C'est exact. Donc je vous aime. Merci, mon cher Hugo. Amen, j'ai envie de dire. Merci. C'est rare parce qu'en général, il s'attaque à... Il a vous n'avez aucune espèce d'arrêt. Vous êtes incroyable d'ailleurs pour ça. Et vous êtes comme touché par la grâce aujourd'hui. C'est très bien. Merci mon cher. La graisse. Vous aussi. Merci mon cher. Une petite réaction, monseigneur Lafont, sur la chronique d'Hugo? Je le remercie. D'ailleurs, je cumule les retraites, puisque j'en ai déjà une, comme vous le savez, et que j'attends la seconde, qui me permettra d'entamer une troisième espace, parce que quand on prend sa retraite à 75 ans comme avec au plus tard, on continue quand même beaucoup de choses après. Bon. Alors, on va rester tous ensemble. Dans quelques petites minutes, la météo des plages et des criques. Nous, on a aussi une question parce que la Guyane a besoin de savoir, monseigneur Lafont va-t-il quitter la Guyane? Si oui, quand? Pour où? Et sinon, est-ce que véritablement, vous allez pouvoir rester avec la polémique du moment et cette problématique dont on parlait tout à l'heure? Non, la polémique n'a rien à voir avec l'histoire, avec ma vie. J'espère rester en Guyane. Je dois normalement remettre ma démission au pape au plus tard, le jour de mes 75 ans. D'accord. Je peux le faire plus tôt pour d'autres raisons, mais je souhaite rester en Guyane. Ah ouais? Oui. Eh ben, ça nous fait plaisir, nous, en tout cas. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux catholiques qui nous regardent, aux croyants, pour éventuellement régler cette problématique, peut-être en leur disant, c'est peut-être à vous aussi de mettre la main à la poche et d'aider vos prêtres, d'aider votre clergé? Je leur demande de lire sérieusement la lettre pastorale que j'ai écrite au début de Carême, où je leur rappelle que Dieu récompense d'une façon magnifique ceux qui sont généreux et qu'ils sont appelés à une plus grande générosité et ils en recevront de multitudes de grâces et de multitudes de joie. Par conséquent, n'ayez pas peur. Ce que vous donnez, vous le recevez au centuple. Merci. On se dirige, nous, vers la météo des plages et des criques avec la talentueuse Rachel. On y va. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre météo des criques et des plages. Aujourd'hui, je vous emmène à la crique Morpio, qui se situe à 12 km du bourg d'Irakubo, à gauche en direction de Saint-Laurent-du-Maroni.
Aménagé comme une aire de repos, le site permet baignade et pique-nique. Plusieurs carbets et tables sont à votre disposition. De magnifiques palmiers et une atmosphère reposante vous y attend. Il y a même des crochets pour vos hamacs sous certains carbets. La crique est quant à elle bien entretenue. Profitez bien de votre week-end. Demain, nous fêterons les parfaits. Je vous souhaite une agréable soirée sur ATG. Gros bisous. Bien, cette émission touche à sa fin. On dirait, ma chère Vanessa, que vous avez une question avant qu'on ne se dise au revoir, c'est ça? Oui, alors sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être vu sur Facebook, on a l'émergence de deux prêtres, je crois, des jeunes martiniquais qui chantent c'est vrai. la dancehall, mais la dancehall religieuse, on va dire. Vous en pensez quoi? Tout ce qui permet, dans la joie, de dire le message de l'Évangile est quelque chose de magnifique. Vous savez, il y a beaucoup de correspondance entre le beau, le vrai et le bon. Par conséquent, l'art fait partie aussi de la proclamation de la joie de l'Évangile. Et c'est pour ça aussi que vous avez accepté notre invitation. C'était aussi une manière de pouvoir délivrer aussi ce message, quel que soit le type d'émission. Monseigneur Lafont, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Jordan. Et puis, longue vie en Guyane. Restez là, restez avec nous. Nous, on va dire au revoir aux téléspectateurs. On vous retrouve bien évidemment pour d'autres aventures placées sous le signe de la télévision locale avec nos autres invités. Continuez surtout à nous envoyer des idées, à soutenir votre chaîne locale. On a besoin de vous. Bonne soirée sur ATG. On se quitte avec le journal présenté par Gilles Vernet, le JT de 19h. Bye bye.